Alors, on est de retour pour un autre épisode du podcast Parle-moi de santé. Bienvenue, ici Alexis Goujon, physiothérapeute et fraîchement de retour de vacances, bien reposé grâce aux montagnes de l'Ouest canadien. Alors, on relance avec le prochain épisode aujourd'hui. J'ai reçu Caroline Venn pour parler de comment on fait pour bouger avec une maladie chronique. Caroline, qui est kinésiologue, certifiée physiologiste de l'exercice clinique et qui a un intérêt particulier pour les populations qui ont des conditions de santé chroniques. Donc, on a fait un tour d'horizon, surtout centré autour des maladies quand même prévalentes comme le diabète, le cancer, l'hypertension artérielle, le cholestérol. On a fait un tour d'horizon des recommandations pour l'activité physique, mais aussi celles qui sont un peu plus spécifiques à ces clientèles-là. Et on a aussi parlé des bénéfices de la poursuite de l'activité physique quand on a un diagnostic de maladie chronique comme ça, ou même de comment débuter l'activité physique pour les gens qui, par exemple, en seraient rendus là et qui voudraient améliorer leur gestion de cette condition chronique-là. Donc, vraiment un bel épisode autour d'un sujet que je chéris également. Donc, voilà, sans plus tarder, je vous laisse apprécier cet épisode sur l'activité physique et les maladies chroniques avec la kinésiologue Caroline Venn. Bon, alors on est parti ce matin avec Caroline Venn. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci de te prendre ton temps de te déplacer ce matin pour venir au podcast. On va parler d'un sujet qui est assez, disons, prévalent dans la population générale. On va parler de maladies chroniques, diabète, hypertension, même le cancer, etc. Mais surtout d'activité physique en lien avec ces conditions-là. Autant dans l'aspect préventif, c'est quoi le rôle de l'activité physique pour la prévention de certaines maladies qu'on connaît, qui sont associées au mode de vie, disons, plutôt moderne. Et on va aussi parler de comment continuer l'activité physique une fois qu'on a ces conditions-là. Et toi, tu es kinésiologue dans le fond, puis en fait, je vais te laisser te présenter toi-même, juste de nous faire un petit survol de ton expertise, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là, puis aussi, ça ressemble à quoi ton quotidien, ta pratique, puis peut-être un petit background sur les études que tu as faites qui t'ont amené à développer cette expertise-là. Oui, mais dans le fond, on peut commencer. Dans le fond, moi, avant d'aller à l'université, je voulais aller en physiothérapie. Je m'étais blessée au genou, chirurgie. Fait que j'avais été beaucoup suivie en physio. Puis j'avais bien aimé ma physio, son approche. Je trouvais ça bien intéressant. J'avais aussi été suivie en kin, mais c'était au gym. Fait que moi, je sais pas, dans ma tête, un kin, c'était au gym. Puis c'est tout, comme beaucoup de monde, dans le fond. Ouais. Fait que je me suis essayée en physio. Puis comme beaucoup de monde, j'ai pas été pris. Fait que je suis allée en kin à la place. Je me suis dit, je vais faire un an, changer par la suite. Puis finalement, dans ma première année, il y avait une des enseignantes, elle avait fait, on avait comme un cours, je pense que c'était Introduction à la kinésiologie, je sais pas trop, puis il montrait différentes avenues qu'on peut aller en kinésiologie. Puis il y en a une prof, elle avait parlé du DESS à Québec, en kinésiologie clinique. Qui est un diplôme d'études supérieures. Oui, exactement. Puis elle avait dit qu'est-ce qu'il faisait, c'était quoi dans les stages, qu'est-ce que ça pouvait pousser là-dedans. Puis ça m'avait vraiment accroché, parce qu'on sait tous que c'est important de bouger, que c'est important l'activité physique, mais on ne sait pas à quel point ça peut avoir un effet sur notre santé, sur notre qualité de vie et tout. Fait que ça m'a vraiment accroché. Puis au fur et à mesure de mon bac, ben là, je me suis intéressée un peu plus à ça. Dans mon stage, j'avais fait en oncologie, en cancer, dans le fond. Puis j'avais vu à quel point ça pouvait aider les gens. Fait que je trouvais ça merveilleux. J'étais allée au 2e cycle faire le DESS en kinésiologie clinique à Laval, l'Université Laval. Puis, c'est ça. Mais dans le fond, je me suis spécialisée pour les gens qui ont des conditions de santé chronique, fait que ce soit santé mentale, grossesse postpartum, maladie chronique, cancer, tout ça, douleur chronique également. Fait que moi, dans le fond, mon but par mon approche, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens, dans le fond, puis d'améliorer leur santé par l'activité physique, qui est gratuit, accessible à tout le monde, puis qu'on ne sait pas à quel point ça peut aider. Fait que c'est un petit peu ça. Puis après ça, ben là, moi, actuellement, ce que je fais, c'est surtout des suivis à domicile, des suivis privés, avec monsieur, madame, tout le monde. J'ai des gens qui ont des douleurs chroniques, j'ai des gens qui ont des conditions, j'ai, mettons, grossesse, postpartum, diabète. Je travaille actuellement sur un projet de recherche pour démontrer à quel point ça peut aider pour la qualité de vie d'un type de cancer en particulier. Fait que je me promène un peu pour essayer de toucher un petit peu à tout, puis de partager les informations, les connaissances que j'ai le plus possible. Ouais. Fait que c'est un peu pour ça, dans le fond, que je t'avais contacté. Ta présence ici ce oui, matin. c'est ça, exactement. Fait que ça ressemble un peu à ça. Puis, tu sais, d'entrée de jeu, peut-être on peut introduire avec la pertinence de l'activité physique, puis peut-être même certaines statistiques que tu trouves intéressantes. Je pensais en parler plus vers la fin, mais vu que tu l'amènes comme ça, c'est quoi les bénéfices? À quel point
il y a des bénéfices à faire de l'activité physique. Tu disais toi-même que c'est à l'école que tu as réalisé à quel point c'est un... Je ne sais pas si outil c'est le bon terme, là, mais à quel point c'est une perle pour la santé, la longévité à long terme. Non seulement de vivre longtemps, mais de vivre longtemps en bonne santé, avec une qualité de vie intéressante. Il y a des centaines de maladies qu'on peut soit éviter ou drastiquement réduire notre risque de les avoir dans le futur avec l'activité physique. Veux-tu nous faire un survol des principaux bénéfices, puis peut-être en lien avec les maladies chroniques, justement, c'est quoi à quoi on peut s'attendre en termes de réduction de nos risques? Ben, si on parle premièrement des bénéfices de l'activité physique, mettons pour monsieur, madame, tout le monde, ben, c'est sûr qu'on va avoir une meilleure gestion du stress, une meilleure gestion de l'humeur, meilleure gestion de l'énergie aussi. Fait que dans les cas de maladies chroniques, douleurs chroniques, là, ça, c'est vraiment pertinent. On peut gérer mieux sa douleur chronique aussi. Ça a des effets sur notre douleur. C'est court, par contre, fait qu'il faut bouger régulièrement, mais quand même... on a aussi des effets sur notre santé cardiovasculaire, notre santé musculaire. Tu parlais de longévité. Ça peut augmenter. Ça n'augmente pas de tant que ça. En tout cas, à moins que ça allait changer les recherches. Ça augmente peut-être de 1 an ou 2. Mais moi, ce que je dis à mes clients tout le temps, c'est que même si ça ne t'augmente pas de beaucoup ta durée de vie, ça t'augmente de beaucoup ta qualité de vie. C'est ça, le nombre d'années intéressantes avec une qualité intéressante. Non, vraiment, c'est une énorme différence. Ouais. Puis là, après ça, bon, il y a une partie de chance là, dans la santé quand même, mais si tu es actif régulièrement et que autant actif au niveau physique qu'au niveau mental sur le long terme, ben, tu sais, à partir de, je sais pas, 40, 50, 60 ans, tu sais, c'est souvent à partir de là qu'on voit qu'il y a comme un déclin possible. Oui, c'est ça, exactement. Ben, on voit une énorme différence entre quelqu'un de 60 ans qui a été actif toute sa vie, quelqu'un de 60 ans qui n'a jamais été vraiment actif. Nos capacités physiques, c'est vraiment une grosse différence. C'est même pas comparable, en fait. Non, exactement. L'activité physique va avoir des impacts sur presque tous les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires sur lesquels on peut avoir un genre de contrôle. Fait que la glycémie, le taux de sucre dans le sang, notre tension artérielle. Le niveau de cholestérol, c'est semi. On n'a pas énormément de contrôle. Une composante génétique qui est héréditaire, de ce que je comprends, là, au cholestérol? Oui. Le cholestérol familial, c'est quand même quelque chose de répandu. Fait que c'est ça, la condition de notre cœur. Ça a énormément de bénéfices. Si, mettons, on a un prédiabète, là, je précise prédiabète. On n'est pas encore diagnostiqué diabétique, mais notre taux de sucre dans le sang est vraiment trop élevé par rapport à ce qu'on voudrait. L'activité physique, ça a été démontré que c'était 2 fois plus efficace que la metformine pour s'assurer qu'on ne devienne pas diabétique. La metformine qui est une médication utilisée. Oui, exactement, qui est souvent utilisée puis qui a des effets quand même semblables à l'activité physique là, dans le terme de le fonctionnement de la molécule. Oui. Quand même intéressant. Puis, il y a beaucoup de cancers qu'on peut prévenir avec l'activité physique. Là. C'est assez phénoménal, les statistiques. Tu veux-tu nous en sortir quelques-unes juste pour mettre les gens dans le bain par rapport à ce sujet-là? Oui, exactement. Ben, dans le fond, mettons qu'on y va avec ceux qui sont peut-être plus communs, plus répandus, disons. Là, ben, au niveau du cancer du sein, on a un 12 à 21 %, ça dépend des études, ça doit dépendre des types d'activités physiques qui sont pratiquées également. Mais quand même, 12 à 21 % de moins de chances de développer un cancer du sein, c'est notable. Puis, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que c'est peu importe si on est ménopausé ou pas. Parce qu'on sait que les hormones sexuelles peuvent avoir un impact sur le risque de développer un cancer du sein. Au niveau des cancers digestifs aussi, côlon, œsophage, estomac, on tourne autour du 20 % également. Puis si on y va au niveau du cancer du poumon, c'est sûr que d'être actif, ça va aider, mais ce qui a été démontré, c'est que ça pouvait aider, mais c'est un peu inconsistant les données. Mais souvent, si on a un mode de vie plus actif, plus sain, on va avoir moins tendance à fumer. On va avoir moins tendance à faire toutes les autres... C'est ça, ça réduit les autres facteurs qui sont en général causals ou associés à développer un cancer. C'est ça, exactement. Fait que ça fait en sorte que ça le réduit au final. Puis ça, ben, c'est grâce aux effets sur le système digestif qu'on va avoir un meilleur transit intestinal, meilleur système immunitaire, le niveau des fluctuations des hormones va être un petit peu plus optimale, meilleure gestion du poids également, qui est un facteur de risque quand même considérable pour les types de cancers, meilleure gestion de la glycémie également. Fait que, tu sais, ça a un impact sur énormément de choses, puis après ça, ben, les conséquences sont favorables, dans le fond. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup au sport d'endurance, puis, tu sais, le VO2 max, qui est, grosso modo, une des très bonnes mesures de la capacité cardiovasculaire de quelqu'un, sa capacité à utiliser et transporter l'oxygène. C'est un des meilleurs prédicteurs, souvent, de longévité puis de qualité de vie. Puis, tu sais, il parle souvent de le fameux toute maladie
cause de mort, toute cause confondue Toute cause, de mort. mortalité All de toute mortality. cause. Ouais, c'est ça. Exact. La mortalité de toute cause confondue. Ouais. Puis, tu sais, d'avoir un VO2 max très élevé, c'est un très bon indicateur et un facteur pour prévenir toute cause confondue de mort. Oui, exact, parce que l'avoir. dans le fond, ton système est... le VO2 max, pour ceux qui connaissent peut-être moins ça, dans le fond, c'est un genre de reflet de à quel point ton corps est efficace pour transporter et utiliser l'oxygène Exact. et les nutriments. Donc, c'est sûr que si tu es plus efficace, tu travailles moins fort, tu as moins de chances de développer... Ton corps va moins développer des adaptations pour faire en sorte que ça soit plus facile. Ton cœur, il va être plus fonctionnel, tes vaisseaux sanguins, tout le reste, ça suit, dans le fond. Là. Exact. Donc, ça fait un vecteur pour la prévention de toutes sortes de maladies. Exactement. D'où la pertinence de faire de l'activité physique. Ben oui. Fait que maintenant que les gens sont convaincus que l'activité physique est pertinente pour la prévention, maintenant, il y a du monde qui vont découvrir l'activité physique plus tard, par exemple. Peut-être que des fois, c'est un diagnostic de diabète ou une prescription de médication qui amène les gens à se questionner sur leur mode de vie, leurs habitudes d'activité physique, puis qui veulent débuter ou introduire ou réintroduire. Des fois, il y a comme un passage avec le début des enfants, trentaine, quarantaine, où là, il y a comme tellement de choses qui se passent qu'on met de côté l'activité physique, malheureusement. Puis là, les gens veulent la réintroduire. Fait que bref, pour toutes ces raisons-là, il y a des gens qui pourraient s'intéresser à reprendre l'activité physique. Mais il y a des gens qui vont avoir certaines conditions de santé, puis ils pourraient se demander, est-ce qu'il y a des contre-indications? Comment je fais? Est-ce que je dois être encadré? Est-ce que les lignes directrices sont différentes de celles qu'on connaît habituellement? Fait que j'aimerais ça qu'on fasse un tour d'abord de qu'est-ce qu'on connaît dans les recommandations actuelles pour l'activité physique. Fait que de façon générale, à monsieur, madame, tout le monde, ce qu'on enseigne et qu'on recommande. Et ensuite, on détaillera les nuances s'il y en a à faire pour les maladies. Donc, quand on est diabétique, quand on a un cancer, quand on a de l'hypertension artérielle, par exemple, est-ce qu'on doit ajuster certains paramètres ou considérer certains facteurs pour être capable de le faire de façon durable et de façon intéressante pour la santé. Fait que commençons avec les recommandations générales pour l'activité physique. Qu'est-ce qu'on devrait faire en général, en moyenne, comme activité physique pour maximiser notre santé? Ben, les recommandations, puis ça, je commence toujours avec ça avec mes clients parce que, ben, j'ai des clients qui viennent me voir parce qu'ils sont déjà actifs, ils veulent continuer d'être actifs sur le long terme, mais j'en ai aussi beaucoup, comme tu dis, qui ont eu des enfants, la vie a fait son chemin et on est devenu sédentaire, on veut se remettre en action. Les recommandations, c'est un objectif. Fait on n'est pas obligé d'être là au jour 1, mettons qu'on a recommencé. On peut cibler, migrer exactement. Vers là. On veut s'en aller vers là. Si on en fait plus, ça peut être bien. Bref. Fait au niveau, mettons, cardiovasculaire, on a de l'exercice plus cardio. On veut aller chercher un 150 minutes par semaine à intensité modérée. Fait qu'intensité modérée, là, dans le fond, on devrait être capable de discuter. On sent quand même on a chaud, on travaille un peu plus que la marche, par exemple, ou juste d'être au repos. Oui, exactement. C'est quand même un effort soutenu, mais on est quand même capable de discuter et tout. Puis là, ben, je tiens à dire le fait qu'on est capable de discuter parce que d'une personne à l'autre, l'intensité de cet effort-là sur papier va être différent. Toi qui fais beaucoup de courses à pied, mais ton effort modéré va être différent que quelqu'un qui n'a pas bougé depuis 5 ans, mettons. Exact. Pour moi, ça pourrait être, ou pour quelqu'un qui court régulièrement, un jogging peut être une activité physique modérée. Puis il y en a pour qui jogging, même juste 30 secondes, c'est trop. Exact. Puis il y en a que aller prendre une marche d'un pas assumé, ce serait assez pour être une activité physique modérée. Exactement. Fait que là, c'est le 150 à intensité modérée. Par contre, si on y va dans les intensités plus vigoureuses, fait qu'intensité plus élevée, là, on est proche de notre max, c'est 75 par semaine. 75 minutes. Minutes, exactement, par semaine. Puis donc, là, c'est la moitié. Oui, exactement, c'est la moitié. Puis ce qui est important à noter également, c'est qu'on ne veut pas faire ça en une fois. On veut le séparer dans la semaine, que ce soit l'intensité vigoureuse ou pas. Parce que si je bouge, il y a des recherches qui sont faites sur les weekenders, là, enfin, entre guillemets, les gens les weekend warriors. C'est ça, exactement. Les gens qui bougent que la fin de semaine, font rien pendant la semaine. C'est sûr que tu as des bénéfices pendant la fin de semaine, mais le restant de la semaine, tu plus tant les bénéfices. C'est rare que les bénéfices de l'activité physique durent plus que 48 heures sur notre santé en général. Puis, à un moment donné, on vieillit, on est moins en forme. Si pendant la semaine, on est très sédentaire, par la condition physique, on se met plus à risque de toutes sortes de choses. Fait que c'est important de bouger plusieurs fois dans la semaine. Fait que ça, c'est au niveau cardiovasculaire. Si on y va au niveau plus musculaire, je dirais que règle générale, là, on veut aller faire un entraînement en résistance pour aller cibler pas mal toutes les masses musculaires. On ne veut pas faire que des biceps curls, que des leg extensions, peu importe. Faut aller travailler en général. On veut aller chercher 2 à 3 fois par semaine, règle générale. Puis la flexibilité, c'est un peu le même principe. T'sais, on veut aller chercher une amplitude qui apporte
On sent que ça tire, mais je veux pas que ça fasse mal, mettons. Moi, c'est ça que je dis à mes clients. Dès que ça tire, on est assez loin. Puis 2 à 3 fois par semaine. Fait que c'est pour ça que souvent, moi, je vais, dans le programme de musculation, mettons, je vais mettre des étirements à la fin. Ça n'a pas rapport avec la prévention des blessures, ça n'a pas rapport avec le fait que c'est mieux de le faire à la fin. Au début, c'est peut-être pas optimal, mais c'est juste que ça fait en sorte que tant qu'à être en train de t'entraîner, tu aussi bien de finir avec ta flexibilité, ça va être fait. Fait que ça, c'est pas mal, overall, pour monsieur, madame, tout le monde, les recommandations. Puis, tu sais, peut-être, je reviendrai sur certains détails dans l'activité cardio. Tu as dit, on parlait des week-ends, les weekenders. Donc, ce qu'on voit, c'est que la répétition du stimulus d'activité physique est beaucoup plus bénéfique quand il est répété dans le temps assez, disons, de façon assez dense. De ne pas l'avoir juste isolé, de faire une journée ou deux, nos 150 minutes ou nos 75 minutes d'activité à intensité élevée. La répétition stimule plus d'adaptation. Oui, exactement. Puis, mettons qu'on parle des effets sur notre santé, notre anxiété, notre douleur. C'est au quotidien, ça, que ça doit se gérer. Oui, exactement. Ouais. L'énergie, notre capacité à se concentrer. Également, au travail, ça va avoir un effet aussi. Puis ça, ces effets-là sur l'aspect plus cognitif, santé mentale, douleur, c'est comme un 4 heures post-effort. Fait que, tu sais, 4 heures post-effort, là, je veux dire, si tu le fais juste pendant la fin de semaine, tu n'auras pas d'effet pendant la semaine. Ouais, exact. Ça ne marchera pas. Puis souvent, pendant la semaine, vu que tu fais rien, la fin de semaine, si tu en fais beaucoup, ça se peut que tu payes pour le restant de la semaine, puis là, tu tombes dans ton cercle vicieux. Ouais. Mais il y a beaucoup de parallèles à faire avec la façon de gérer certaines blessures, certaines douleurs. Tu sais, quelqu'un qui a une blessure à la course à pied puis qui est habitué de courir 3 fois 1 heure par semaine, il va avoir un bénéfice à retourner à courir presque tous les jours, mais 10-15 minutes pour rebâtir la tolérance, l'adaptation au stress mécanique. De la même façon que des fois, pour les gens qui veulent reprendre l'activité physique, je leur dis, vas-y 2 fois par jour, mais 10 minutes, tu vas faire ton 20 minutes. Tu sais, il y a des bénéfices à le fractionner comme ça. Puis des fois, les gens, vu qu'ils ont moins de temps, ils ne voient pas ce temps-là comme étant un bénéfice utile. Par exemple, j'ai juste 10 minutes pour aller prendre une marche, ça ne vaut pas la peine. Ben, si dans ta journée, tu as 3 endroits que tu as un 10 minutes ou 2 endroits que tu as un 10 minutes ou même un, ben, ça vaut la peine. T'sais, chaque pas est mieux que 0. Là. Chaque minute cumulée, on se dirige vers des bénéfices d'atteindre cette cible-là. Ouais, puis une chose que beaucoup de gens ne savent pas, puis que je ne savais pas non plus avant de faire mes études, à partir de 10-15 minutes, là, à intensité modérée, comme on a parlé tantôt, tu as déjà énormément de bénéfices sur ta santé au niveau de la pression artérielle, au niveau de ton diabète, au niveau de tout le reste qu'on a parlé plus tôt, santé mentale, douleur. Fait que ça peut être vraiment juste 10-15 minutes. Ça met beaucoup moins de pression sur les gens que de dire, va bouger 30 minutes par jour, dans le fond. Là. Ben, c'est comme les études sur le nombre de pas par jour. La cible idéale semble être comme quelque part autour de 7500 à 8500. Ça change à chaque année. Mais à partir de 2-3 000 pas, chaque tranche de 1000 pas, c'est énorme la différence que ça fait sur ton réduction de risque de plein de maladies. Puis juste pour revenir sur l'intensité, on a parlé intensité modérée, 150 minutes. Fait que ça, c'est l'équivalent du 22 minutes par jour environ. Puis là, on parlerait d'une intensité, on a dit 5, moi je le définis souvent sur 10, là, 5 à 6 sur 10. Toi, ce que tu dis, c'est dans le fond, il faut être capable de soutenir une conversation, le fameux test de la parole, quoique ça peut dépendre si tu es enrhumé, si tu as des allergies, blablabla, bon, évidemment. Mais en général, les gens, ils doivent sentir qu'ils ont quand même un petit peu chaud, que ça travaille, le rythme cardiaque augmente. Donc ça, ce serait un 22 minutes par jour ou pour cumuler 150. Puis, bon, l'intensité élevée, là, c'est vraiment comme tu sens que tu es vraiment à bout de souffle. Fait que ce soit en train de monter une montagne, puis là, tu n'es pas capable de soutenir la conversation avec ton partenaire, tu montes des escaliers, tu es sur l'elliptique, tu vas faire une accélération à vélo, un petit sprint au jogging. Fait que, tu sais, souvent, moi, je parle d'une intensité 7-8 sur 10. Fait que quelque chose qui est un peu plus intense. Il y a la mode, beaucoup ce qu'on appelle les HIIT, High Interval Intensity Training, qui est basé sur ce modèle-là, de faire moins de temps dans la semaine, mais à intensité élevée. Pour avoir des adaptations aussi intéressantes. Fait que ce qui est intéressant, c'est que les gens ils peuvent moduler le choix de l'activité physique et de l'intensité basé sur le temps qu'ils ont. Oui, exactement. Non, c'est super pratique. Puis moi, j'y vais peut-être moins avec les chiffres sur 10 au niveau de la perception d'effort. 0 étant, on fait rien du tout. 10 étant, il faut qu'on arrête maintenant. Oui, tout à fait. J'y vais moins dans... Ça dépend. Il y en a qui sont vraiment capables de lire leur... Oui, ça dépend qu'est-ce qui parle aux gens. Ben puis ça dépend à quel point tu es au courant de comment ça se passe dans ton corps. Dans le sens que... Puis je trouve que de le dire, bon, il faut que tu sois capable de parler, ça ramène à... OK, est-ce que je suis capable de parler ou pas? 5 sur 10, il y en a pour qui c'est vraiment abstrait. Tout à fait. Ouais. Puis je trouve que, mettons, dans le cas de douleur chronique, par exemple, qu'on veut vraiment pas qu'ils dépassent leur point d'inflexion au moment où la douleur commence à augmenter, ben ça les invite à dire, OK, là, comment je me sens? Puis pour tout type d'activité physique confondue, tout type de conditions de santé, c'est vraiment pratique qu'ils soient au courant de ce qui se passe dans leur corps. Puis il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense qui sont comme pas au courant, pas en tout. Là.
c'est fascinant. Oui, effectivement. OK, fait que ça, ce serait les recommandations générales. Ouais. Puis, ce que je trouvais intéressant, je crois que c'est 2020 ou 2021, au Canada, ils ont sorti les lignes directrices canadiennes pour l'activité sur le mouvement sur 24 heures. Puis là, ils avaient inclus évidemment ce qu'on vient de discuter, donc les fameuses activités cardiovasculaires, les activités à résistance, donc la musculation. Mais il y avait aussi inclus le temps passé debout versus assis. Ouais. Tu sais, le temps sédentaire, c'est grosso modo le temps qu'on passe avec une dépense énergétique de 3 mètres ou moins, donc le métabolisme de 1,5 mètres, pardon, le métabolisme de repos, et donc soit assis ou couché. Puis ce qu'il avait montré, c'est que la position debout, c'est considéré maintenant comme de la très légère activité physique, mais qui est à maximiser le plus possible. Fait que, par exemple, les gens qui ont des travail de bureau, s'ils peuvent travailler debout, c'est mieux que de travailler assis. Mm-hmm. Puis il y avait des bénéfices pour ça, puis il incluait là-dedans les heures de sommeil, puis aussi les heures de loisirs d'écran qui essayait de mettre une contrainte sur le nombre d'heures. Fait que c'était comme une vision beaucoup plus globale du mouvement, autant l'activité physique que les autres habitudes de vie un peu plus sédentaires. OK. Puis je trouverais ça intéressant aussi, peut-être avant qu'on rentre dans les spécificités des maladies chroniques, que les gens puissent comprendre la distinction entre le niveau d'activité physique et le niveau de sédentarité. Tu sais, être actif et sédentaire, c'est possible. Mm-hmm. Versus être inactif. En fait, on peut être un ou l'autre, puis on peut être les deux. Ouais. Peut-être juste définir pour les gens ce que c'est la sédentarité versus ce que c'est l'activité physique qui en fait, répond vraiment aux lignes directrices. Oui, c'est ça. Ben, mettons qu'on répond aux recommandations qu'on a nommées plus tôt. Je pense qu'on se considère comme actif. Tu me rafraîchiras la mémoire si jamais, mais je pense que pour être considéré comme étant sédentaire, il faut que tu fasses moins de 3 fois 30 minutes par semaine pendant 3 mois. Bien, il y avait deux façons de le mesurer, mais mettons, quand je regardais les méta-analyses dernièrement, ils vont vraiment avec le nombre d'heures assis. OK. Fait qu'eux, ils calculent principalement comme ça parce qu'il y a des gens, justement, qui arrivaient à être actifs, Ouais. mais qui passaient beaucoup de temps assis. passaient trop de temps assis. Fait que, tu sais, en ce moment, puis là, ça dépend selon les études, là, quand tu passes de 10 à 12 heures assis par jour, puis là, c'est dans le temps éveillé, là, évidemment. Fait que, par exemple, 8 heures au bureau, 1 heure en voiture, 1 heure à table le soir et dans le jour, tu es à 10 heures, ben, techniquement, tu es sédentaire. Même si tu fais des Ironman, même si tu fais 15 heures de course par semaine, tu es sédentaire. Donc, il y a des objectifs à viser de réduire le temps passé assis, alors que d'être actif ou non, c'est vraiment selon est-ce que tu atteins ou non les cibles de 150 minutes par semaine. Fait que je trouve ça intéressant parce que des fois, les gens, par exemple, qui vont au gym, qui font de la musculation, se considèrent non sédentaires, mais ils atteignent souvent pas les 150 minutes d'activité physique cardiovasculaire par semaine parce qu'ils font juste de la musculation. C'est ça, parce qu'ils veulent pas perdre leurs muscles. Exact, mais ça prend du cardio pour être considéré actif et ça prend beaucoup de mouvements dans la journée pour considérer non sédentaire. Fait que bref, je trouverais ça intéressant pour que les gens aient l'ensemble de l'œuvre. Mais il existe également des recommandations par rapport à la sédentarité, justement, pour rapport au temps assis et tout ça. Je te dirais que pour monsieur, madame, tout le monde, là, c'est pas mal de se lever aux 2 heures. Ouais. Puis là, ben, se lever aux 2 heures, là, moi, je le mentionne. Bon, premièrement, au niveau de ta posture, au niveau de ta possibilité d'avoir mal au dos pendant que tu es assis. Juste changer les positions. Juste changer les positions, ça va ramener ta posture optimale. Puis, ça n'a pas besoin d'être un gros effort. Pas besoin de marcher aux 2 heures. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas réaliste pour tout le monde. Mais au moins, juste se lever, aller remplir ton verre d'eau, aller à la salle de bain. Juste bouger un peu, là, ça peut faire la job. Puis, c'est sûr que 8 heures debout, ça dépense un peu plus d'énergie. Mais 8 heures debout, là, mais c'est pas plus confortable. Là, c'est ça. Mais tu vois, moi, l'avantage parce que moi, j'en ai un bureau assis debout, puis je passe pas beaucoup de temps debout. Mais je suis capable de casser régulièrement les périodes assises. Fait que, tu sais, sur 1 heure, je vais peut-être en faire 10 debout, mais c'est assez pour avoir changé la position, changé le confort, puis d'éviter de cumuler des longues heures cumulées assises, finalement. Ouais, puis moi, ce que je donne comme truc à mes clients, j'en ai des clients qui l'ont puis qui ne l'utilisent pas aussi. Là, ça a été une grosse mode, je pense que ça l'est encore. J'en ai un, moi aussi. Puis dépendamment du type de client que j'ai, s'il faut que, mettons que je les vois en virtuel, puis il faut que je bouge beaucoup mon écran, ça se peut que je le mette debout. Mais j'ai des clients, ils sont à la maison tout le long, télétravail et tout. Mais je leur dis, mettons, je sais pas, pendant que tu es en réunion, si tu as une réunion dans ta journée, tu peux peut-être dire, cette réunion-là, je la fais debout. Ouais. Ou quand je fais tel type de tâche, si je réponds à mes courriels, je les fais debout. Exact. Si je suis tu sais, juste au moins d'essayer de cibler des moments où c'est réaliste d'être debout versus être assis, pour au moins intégrer ne serait-ce qu'un minimum de mouvement dans ta journée. Oui, absolument. Super. Fait que là, rentrons dans les nuances par rapport aux maladies chroniques. Donc, on a parlé des recommandations pour l'activité physique. Ouais. Maintenant, par condition, puis on va surtout cibler le diabète, les cancers, puis peut-être
mettons, les facteurs de risque cardio-métabolique, fait que hypertension, cholestérol, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait... C'est quoi les points clés à savoir dans les nuances de comment on intègre l'activité physique pour ces clientèles-là? Fait que ça se peut qu'il y ait des points qui sont communs, puis peut-être nous enligner sur les points qui sont divergents ou importants à considérer. Ouais. Ben, tu sais, si on commence, mettons, par hypertension, cholestérol, Ouais. puis qu'on y va dans les facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire, ben déjà, dans les facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire, il y a la sédentarité. Fait que là, ça, au moins, si on essaie d'être le moins possible sédentaire, c'est tant mieux. Si on répond aux recommandations, c'est déjà une bonne étape. Au niveau des recommandations par rapport à l'hypertension puis au cholestérol, c'est pas mal la même chose que monsieur, madame, tout le monde. Par contre, il y a des petits trucs qui peuvent faire en sorte qu'on améliore notre sort, mettons. Mettons qu'on a déjà une hypertension ou qu'on a déjà du cholestérol. Au niveau de l'hypertension, on va aller cibler un petit peu plus l'exercice cardiovasculaire. Ça va avoir un petit peu plus d'impact, mais on n'a pas de différence par rapport au temps. C'est juste qu'on va lui donner plus d'importance. Puis on va aller chercher, je vais juste vérifier pour être certaine que je dis la bonne chose. Fait que dans le fond, à date, ce que tu as dit, c'est qu'on va cibler plus le cardio pour l'hypertension, mais la durée en tant que telle ne va pas différer. Non, c'est ça. Fait qu'on vise les mêmes normes en termes de durée d'activité physique. Oui, exact, mais mettons qu'on commence, on va peut-être commencer plus par le cardio. Oui, c'est ça, exact. OK, je comprends. La cible principale va être là. Oui, exact. Puis l'affaire avec l'hypertension et le cholestérol, c'est que si on est déjà actif et qu'on a un diagnostic, on ne va pas voir vraiment de différence sur notre niveau d'hypertension, sur notre niveau de cholestérol dans le sang. Mais si on commence à être actif, c'est là qu'on va voir des résultats. Les résultats ne sont pas faramineux, mais ils sont quand même là, ils sont pertinents. Puis pour le cholestérol, c'était un peu la même chose, là, c'était d'aller chercher le cardio surtout, qui va aller diminuer le taux de LDL. Fait que les plus petites particules de cholestérol dans le sang. Le mauvais gras. Oui, c'est ça, à peu près. Puis au niveau de la musculation, ça allait chercher un peu au niveau des LDL et des triglycérides, qui sont le gras qui revient à partir de ce qu'on a consommé comme nourriture. Mais par contre, au niveau de la muscu, c'est moins constant, les résultats. Fait qu'on veut aller chercher un peu de tout, mais un peu comme au niveau de l'hypertension, ben, on va peut-être plus commencer par intégrer du cardio, d'aller marcher plus régulièrement, faire du vélo, peu importe. Là, dans le fond. OK. Fait que si j'ai de l'hypertension ou cholestérol, donc des facteurs de risque pour la maladie cardiovasculaire, si à la base j'étais sédentaire, je ne faisais pas d'activité physique, de commencer l'activité physique, on va vouloir s'attaquer au cardio et on va avoir des bénéfices significatifs. Versus si j'étais déjà actif, ben c'est bon de poursuivre, évidemment, pour continuer à réduire notre risque, mais peut-être que l'effet atténuant sur le facteur de risque va être peut-être un peu moindre. Ben, il n'est pas vraiment là, dans le fond. Fait que, au niveau du cholestérol, j'ai pas de chiffre à te donner par rapport à, avant versus après qu'on soit actif. Pour l'hypertension, on parle d'un 4 à 12 mm de mercure pour la tension systolique, fait que le chiffre sur le dessus. Oui, fait que mettons le 120 sur 80. Oui, c'est au niveau du 120. 4 à 12 pour le 120. C'est ça. Puis au niveau du chiffre du dessous, la tension systolique, c'est un 3 à 6. C'est pas énorme, mais pour quelqu'un qui est limite, mettons, qui commence à prendre une médication, ben souvent le médecin va recommander de bouger, en tout cas le plus souvent possible, idéalement. Puis fait que là, ça va avoir un effet. Mais même si on est déjà actif ou même si on se met actif puis qu'on se décourage par le fait qu'on dit, ben 4 à 12, là, c'est pas grand-chose. Dans le fond, ça me sert pas à grand-chose, mais ça sert quand même à s'assurer que même si on a cette condition-là, bon, on prend les médicaments, fait que ça va faire en sorte que ça va mieux le gérer, mais ça va faire en sorte qu'on va avoir peut-être besoin de moins d'ajouts de médicaments au travers de notre vie ou on a moins de chances de développer ce qu'on appelle les comorbidités, d'autres conditions de santé associées à d'autres choses. Il ne faut pas oublier que même si c'est juste un 4 à 12, l'activité physique va avoir des bénéfices sur plein d'autres facteurs qui s'entremêlent pour prévenir d'autres maladies, d'autres conditions. Fait que, il y a toujours un bénéfice, peu importe, mettons, la modalité de mesure qu'on regarde. Oui, exactement. Puis, il faut dire que notre cœur, il bat pas mal là, dans la journée. Je connais pas les statistiques du nombre, mais c'est quand même assez impressionnant. Oui, le nombre de battements par jour. Oui, c'est ça. C'est quand même quelque chose. Fait que, si mon cœur a besoin de moins combattre la tension que j'ai dans mes vaisseaux, ben, j'ai moins de problèmes j'ai moins de risque d'avoir des problèmes au niveau de mon cœur en tant que tel aussi. Oui, tout à fait. Fait que la musculation en tant que telle, c'est moins intéressant pour cibler un facteur de risque comme l'hypertension ou le cholestérol. Bien qu'il y a des bénéfices pour la santé, disons, osseuse, musculaire, sur la structure, disons, prévention des fractures avec les chutes, etc. C'est pas la cible la plus intéressante pour réduire ces facteurs de risque. Ben, du moins, pour l'instant, on n'a pas été capable de le démontrer. Puis il faut dire aussi que c'est plus difficile dans une étude
mettons, randomisé, contrôlé, tout ça, de déterminer, OK, dans un programme de résistance, mais c'est quoi un programme de résistance? Ouais, ça dépend des définitions. Est-ce qu'il a été qu'est-ce qu'on fait? utilise. Aller marcher, c'est quand même accessible à tout le monde. Fait que des fois, il y a quand même ce biais-là là, dans les études, mais pour l'instant, ce qui a été démontré, c'est que c'est surtout le cardio. Puis c'est ça, comme tu dis, muscu demeure super important, mais on va surtout mettre de l'emphase sur le cardio au départ. Le podcast est présenté par Overview. C'est une plateforme en ligne pour les professionnels de la santé où tu peux t'abonner pour avoir accès en tout temps à une synthèse de tous les guides de pratique clinique en réadaptation musculo-squelettique. Donc, tu te demandes si une intervention serait recommandée ou non pour une patiente que tu as vue cette semaine. En quelques clics sur Overview, tu as réponse à ta question. C'est une ressource fiable, innovante dans le transfert de connaissances et ça permet d'avoir accès rapidement aux meilleures pratiques, chose que je valorise grandement personnellement comme physiothérapeute dans mon travail. En plus, Overview, c'est une entreprise menée par une jeune physiothérapeute inspirante ici même au Québec qui veut faciliter la vie des professionnels pour avoir une pratique basée sur les évidences scientifiques. Si tu veux une réduction de 10% sur l'abonnement individuel, tu peux utiliser le code SANTE10, S-A-N-T-E 10, et tu peux aller jeter un coup d'œil au site web d'Overview en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast. Parfait. Fait que ça, ce serait pour nos facteurs de risque, hypertension, cholestérol. Maintenant, diabète. Ouais, diabète qui est la glycémie qui est aussi un facteur de risque pour la maladie cardiovasculaire. Qui est quelque chose de très prévalent. Je ne sais pas il y a combien de diabétiques au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, mais bref, les chiffres sont de plus en plus élevés, assurément. Oui, c'est clair. D'où la pertinence de comprendre ces concepts-là et ces recommandations-là. Oui, exactement. Ben, tu sais, je connais pas les statistiques non plus, mais c'est quand même vraiment prévalent. Quand on est diagnostiqué comme étant prédiabétique, ben là, comme je disais tantôt, si on respecte les recommandations d'activité physique, l'activité physique va être 2 fois plus efficace. Souvent, ça va être la metformine qu'ils vont prescrire en premier lieu. Ça dépend des cas. Là. Après ça, moi, je ne suis pas médecin, c'est pas moi qui décide de ça, mais souvent, c'est ça. Fait que ça peut permettre de renverser et de ne pas développer un diabète. Par contre, si j'ai déjà un diabète, je ne peux pas plus avoir de diabète dans le fond. OK, c'est pas possible de le renverser. Non. C'est pas possible. Par contre, ça peut être possible chez quelqu'un qui était sédentaire. Peut-être qu'on va pouvoir réduire la dose du médicament. Peut-être qu'on va pouvoir faire en sorte qu'on enlève possiblement un médicament. On a quand même encore cette problématique-là. Oui, les gens sont quand même considérés diabétiques. Oui, exactement. On peut pas revenir en arrière. Par contre, ça peut être mieux géré puis ça peut éviter qu'on rajoute des médicaments. Ouais. Puis là, on parle du diabète de type 2. Là, juste pour être clair. Là, le diabète celui qu'on développe en général à l'âge adulte. Oui, exactement. La résistance à l'insuline. C'est ça. Diabétique de type 1, c'est une maladie auto-immune. Exact. Même si je bouge, ça m'aide, là, mais ça ne fera pas en sorte que c'est pas de ça qu'on parle. Non, pas du tout. Fait que pour le diabète, tantôt, on parlait surtout de mettre de l'importance sur le cardio. Le cardio est important, mais la muscu l'est encore plus. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le diabète de type 2, le problème, c'est qu'on développe une insensibilité à l'insuline, au récepteur, dans le fond. Fait que dans notre corps, ben, on produit de l'insuline, puis cette insuline-là est comme la fameuse métaphore de la clé qui ouvre la porte puis qui permet que les glucides rentrent dans les muscles ou du moins dans les organes. Mais là, c'est qu'on a tellement eu un niveau élevé de glycémie qu'à un moment donné, notre corps il est comme bof, on n'est plus sensible. Fait que de pratiquer de l'activité physique, ça permet de contourner un peu cet effet-là et d'ouvrir des portes de l'intérieur, dans le sens. C'est ça. Dans le fond, les portes sont fermées, fait que le sucre reste dans le sang au lieu d'aller vers les organes, vers les muscles pour être utilisé. Exact. Et là, l'activité physique, comme la résistance, en fait, la musculation permet de contourner, de créer d'autres portes, mettons. Oui, exactement. Des portes alternatives. Comme une autre porte de l'entrepôt. Puis pour ça, ben, on va aller chercher quand même un haut niveau d'intensité. Fait souvent, on va aller cibler plus le style de musculation hypertrophie. OK. Versus, souvent, chez monsieur, madame, tout le monde, on va aller plus dans l'endurance parce que c'est ce qui est utile pour notre fonctionnalité, à moins que la personne ait des objectifs YZ. Mais au niveau du diabète, on va aller plus dans l'hypertrophie. Fait qu'un 8 à 12 répétitions, on veut aller chercher autant que faire se peut une répétition maximale, mais tu sais, après ça. Ouais. Ben, de toute façon, j'invite les gens à se référer à l'épisode sur la musculation que j'ai fait. Si les gens veulent. On a passé 2 heures à parler d'hypertrophie, de force maximale, etc. Fait que, bref, on veut c'est ça la qualité musculaire. Ouais, exact. Développer. Dans le fond, on veut aller chercher un plus haut niveau d'intensité en plus court nombre de répétitions. Fait que des charges plus élevées, moins ça. de répétitions. Ça a été démontré que ça avait un meilleur impact sur, justement. Puis, au niveau du cardio, ce que je trouvais intéressant quand j'ai fait mes recherches avant de venir ici, j'avais remarqué qu'au niveau du cardiovasculaire, de faire des intervalles
courte, mais à haute intensité, quand on fait notre activité cardio, ça peut aider à diminuer les baisses importantes de glycémie post-effort. Parce que ça aussi, des fois, chez les gens, ça peut être quelque chose à gérer. Ouais. Des fois, ça va arriver. Puis là, après ça, ce qui est recommandé, pour ceux qui commencent l'activité physique et qui ont une glycémie qui n'est pas super bien gérée, qui est quand même bien gérée, mais que, bon, ça fluctue quand même pas mal. Ouais. On peut prendre la glycémie avant, on peut prendre la glycémie après. Il y en a même qui peuvent la prendre pendant pour voir, bon, comment ça fluctue. Puis là, le but, c'est pas de faire ça pour la vie, c'est juste de voir comment mon corps réagit puis comment je peux m'ajuster. Est-ce que c'est mieux de m'entraîner le matin? Est-ce que c'est mieux de m'entraîner plus tard dans la journée? Puis il y a des études dernièrement qui ont été démontrées que de bouger postprandial, donc après un repas. Après le repas, c'est là que ça a le plus gros effet pour diminuer notre glycémie, justement. Mais en même temps, ça fait du sens, on mange, il y a du sucre qui s'en va dans le sang, là, on va l'utiliser, fait ça va moins augmenter notre glycémie. Fait que moi, bien souvent, chez les gens qui ne bougent pas, bien, je vais leur dire, c'est sûr que c'est super important de faire ta musculation, mais assure-toi d'aller, par exemple, prendre une marche de, comme je disais tantôt, 10 à 15 minutes après avoir mangé. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être intense, d'intensité modérée, comme on parlait tantôt. Souvent, ça rassure les gens, là, l'intensité modérée, ils pensent qu'il faut que ça soit super intense, mais non, là. Ouais, ça, c'est un bon point. C'est qu'une fois que les gens comprennent c'est quoi l'intensité modérée, peut-être que ça les rassure sur l'accessibilité à cette intensité-là. Là. Exact, parce que sinon, si tu leur dis d'aller courir, il y en a qui ne reviendront plus jamais te voir. Non, ça n'a pas de sens. Puis, ce qu'il faut savoir également au niveau du diabète, c'est qu'on ne veut pas passer mettons que j'y vais avec les recommandations activité physique, on ne veut pas passer plus que 48 heures sans bouger parce que l'effet sur la glycémie, c'est 48 heures. Puis, au niveau de la sédentarité, les recommandations que j'ai données tantôt, de se lever aux 2 heures, mais pour les diabétiques, c'est aux heures. OK. Fait que c'est plus fréquent. Dans le fond, on va être encore moins sédentaire, on va être plus actif encore plus régulièrement. Fait que, tu sais, souvent, ben, je vais dire, OK, ben, fais ta musculation aux 2 jours, mettons, pour te donner la chance de, la récupération et tout. Puis, il va marcher les autres jours, mettons. Ouais. Fait comme ça, il s'assure de bouger à peu près tous les jours. Fait qu'il y a une régularité dans les moments où on veut insérer un petit peu d'activité physique, même si c'est des micro-activités physiques comme se lever, aller changer quelque chose, genre là, c'est le télétravail, là, fait qu'aller partir une brassée de lavage, aller vider le lave-vaisselle, de casser le temps assis. OK, fait que dans le fond, le diabète, une des nuances importantes, c'est que ça mérite une individualisation par personne. Dans le sens où les gens ils doivent essayer de comprendre comment leur corps réagit à différents moments de la journée, comment les gens réagissent avant un repas, comment intégrer même leur collation, leur nutrition pour être capable de gérer leur activité physique. Fait que ça vaut la peine d'être encadré quand les gens n'ont pas beaucoup de littératie au niveau de l'activité physique puis qui ont l'impression qu'ils nagent un peu dans le néant, là. Oui, puis surtout, dépendamment des médicaments qui vont se faire prescrire aussi pour leur diabète, ça peut avoir un impact également sur leur réponse à l'activité physique. Mettons, metformine, ce qui est souvent prescrit pour justement la gestion de la glycémie, ça n'aura pas vraiment d'effet sur ma capacité à bouger, sur peu importe. Mais si on parle d'autres médicaments, je pense que je me les étais notés ici, ben c'est sûr que si je prends de l'insuline, c'est plus difficile à gérer parce que, bon, je suis plus à risque de faire des hypoglycémies. Fait que là, à ce moment-là, ben, il faut traîner des glucides avec soi également, soit des GLUT4, qui sont comme un paquet de 4 grammes de glucides. Puis ça, si tu prends les 4, souvent, ça va faire en sorte que ça va remonter, ou tu peux prendre d'autres choses, c'est vraiment en fonction de chacun. Mais il y avait aussi les sulfonylurés. Puis là, je ne connaissais pas exactement de nom de médicaments, mais je vous invite à la maison de peut-être juste regarder votre liste de médicaments. Écrivez-le sur YouTube, sur Google, puis vous allez voir c'est quoi la classe de médicaments. Si c'est dans cette classe de catégorie. C'est ça, exactement. Moi, souvent, c'est ce que je vais faire. Il y a des médicaments que je sais que c'est ça, mais ça change, là, les noms des médicaments. Fait que des fois, je vais juste sur Internet, je vais voir, OK, c'est quoi tel type de médicament. Si c'est dans cette classe-là, ça a un risque semblable, là, dans le fond, si on a de l'insuline, pour faire une crise d'hypoglycémie, dans le fond. Fait donc, il faut juste ajuster avec peut-être un apport en glucides. Oui, puis dans le fond, c'est que ça vaut encore plus la peine à ce moment-là d'être encadré parce qu'il y a plus de risques, dans le fond. Fait que c'est un peu ça. Super. Est-ce que ça fait le tour pour le diabète? Ce seraient les points clés? Je crois bien que oui. Ça fait quand même un bon tour d'horizon. Puis J'ai juste une chose à dire par rapport au diabète, hypertension, cholestérol, tout ça. La dernière chose qui est importante à considérer, c'est qu'il faut augmenter la durée de l'échauffement, mais aussi du retour au calme après. Fait que normalement, chez monsieur et madame tout le monde, on va dire 3 à 5 minutes. Ben pour eux, ça va être plus un 10 minutes. Fait que c'est tout.
Puis le but, c'est qu'eux, ils ont besoin de préparer l'organisme un peu plus longtemps. C'est ça. Dans le fond, si ma glycémie elle est plus élevée, mon sang il va être un peu plus épais, plus visqueux, fait que c'est plus difficile à faire circuler, fait que ça va être moins raide pour mon cœur, mes muscles, tout ça, de commencer moins raide. Pour la tension, c'est un peu le même principe. Quand on va bouger naturellement, mes vaisseaux vont se dilater pour diminuer ma tension artérielle, pour que mon sang circule mieux. Ouais. Mais si je suis hyper tendue, bien souvent, ils sont déjà tendus, c'est la variabilité du diamètre des vaisseaux se fait un peu moins rapidement, un peu moins bien. Puis l'idée du cool-down à la fin, l'échauffement plus long, c'est un peu le même principe. On est moins à risque de faire une chute de tension dans le fond. Super. Fait que juste d'allonger ces ouais, périodes. c'est ça. Parlons des cancers maintenant, Ouais. qui est en fait une condition, une maladie qui est de plus en plus prévalente. Surtout les prochaines générations, les statistiques de prédiction de cancer sont assez, disons, spectaculaires dans le mauvais sens. Là. C'est de plus en plus présent, donc ça va de plus en plus faire partie de la réalité des gens. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en lien avec les cancers, l'activité physique? Comment on prend ça? Est-ce que ça dépend de certains types de cancers? Fait que je te laisse aller avec ça. Je te dirais qu'au niveau des recommandations en tant que tel, c'est pas mal semblable. Ouais, c'est pas mal la même affaire. En termes de nombre de minutes, de le type fréquence, d'activité, ça, c'est pas mal les mêmes recommandations et c'est aussi sécuritaire. Ouais, ça, c'est l'élément important. Oui, exactement, que je tiens à dire parce que je comprends. En même temps, là, quand on a des traitements, quand on a notre cancer, souvent, on va mettre de l'avant de dire repose-toi, prends soin de toi et tout. Puis c'est vrai qu'il faut qu'ils prennent soin de soi et qu'ils écoutent leurs limites. Mais il faut vraiment, 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 c'est super important qu'ils bougent parce que il y en a pour qui le cancer en tant que tel, c'est pas ça qui va les rendre malade dans le sens, c'est pas ça qui va faire en sorte que je me sens pas bien, c'est plus mes traitements. Puis, ils sont super importants là, à avoir les traitements, mais souvent, pendant les traitements, c'est là qu'on va avoir plus de fatigue, plus de douleurs articulaires, peu importe. Puis là, c'est que ça dépend des types de cancer, les traitements typiques vont changer dans le fond. Fait que moi, je vais surtout adapter l'activité physique en fonction de qu'est-ce qui est important si tu fais tel type de traitement. Qu'est-ce qui est important à considérer? Mettons qu'on parle de quelqu'un qui fait de la chimiothérapie. Ça dépend des types de chimio, ça dépend de chaque personne, comme pour tout. Mais règle générale, la semaine suivant la séance de chimio, souvent ça va par cycle de 2-3 semaines. Des fois, c'est une semaine. Mais souvent, la semaine post ou les jours suivants, on n'est peut-être pas en mesure de faire un gros entraînement comme on ferait normalement. Fait qu'on diminue l'intensité pendant cette période-là. Puis souvent, ça va s'accumuler. On va être de plus en plus fatigué, de plus en plus en douleur. Au fur et à mesure des cycles. Oui, exactement. Même chose pour la radiothérapie. Plus ça va, plus les effets, ça s'accumule dans le fond. Ouais. Fait que je vais adapter en fonction de ça. Si quelqu'un fait... puis il y a aussi possibilité de chirurgie. Fait que ça aussi, ça va changer. Mettons qu'on y va avec un cancer du sein qui est quand même répandu. Souvent, il va y avoir opération. Mm-hmm. Des fois, il va y avoir radio, chimio, avant, après, peu importe. Mais mettons qu'on y va avec un truc de base. Mettons, elle se fait opérer. Mais là, après ça, c'est sûr que l'opération, comme n'importe quelle opération, cancer ou pas, il y a perte de mobilité, il y a douleur musculaire. Fait que là, il faut respecter la période de 4 à 6 semaines post-opération sans lever de grosses charges, faire de gros efforts. Ouais, on peut quand même bouger. Des recommandations post-opératoires habituelles. Oui, exact. Puis ça va être donné là, normalement. C'est ça, le médecin en général va le donner. Exact, mais ça demeure important de faire des exercices de mobilité pendant ce temps-là. Il faut que ça soit tolérable, évidemment. Ouais. On ne cause pas de douleur avec les mouvements, mais c'est super important parce qu'après ça, après 4-6 semaines, ça se peut qu'on ait eu un peu de perte de masse musculaire. Ouais. Après ça, si on y va au niveau de la chimiothérapie, mais la chimio, c'est un traitement qui est général, qui est systémique. Ouais. Fait que ça peut affecter tous nos organes, ça peut affecter notre corps au complet. Fait qu'on a des risques de cardiotoxicité, fait que d'avoir des effets sur notre système cardiovasculaire. On peut avoir de la neuropathie périphérique, un peu comme dans le cas, j'en ai pas parlé, mais chez les diabétiques. Chez les diabétiques, oui. Exact. Que ça, faire des exercices équilibre, dextérité, tout ça, l'idée, c'est qu'on utilise les nerfs. Fait qu'on envoie du flux sanguin aux nerfs. Et ça, chez les diabétiques, ça a été vraiment démontré que les exercices plus spécifiques par rapport à ça, ça pouvait le prévenir ou aider à le gérer. Chez les diabétiques, la neuropathie causée par la chimio, c'est pas encore parfaitement démontré, mais ça s'en vient. Dans le fond, ils commencent à trouver des preuves, mais c'est pas encore clair, net et précis. Mais t'as pas de côté négatif à travailler ton équilibre quand même. Oui, exact. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi des possibilités, les pertes de cheveux, système digestif.
Fait que ça, ben, c'est vraiment d'y aller en fonction de c'est quoi les symptômes de la personne, c'est quoi le type de chimio qu'elle a. Radiothérapie, ben, c'est comme ça fait comme un gros coup de soleil, ça brûle la peau. Fait qu'on veut quand même aller chercher des exercices de mobilité pour éviter de perdre le plus possible d'élasticité de la peau puis de perdre de la mobilité. Mais la radio, ça, c'est plus précis au site de traitement. Oui, une partie du corps. Oui, exactement. Fait que les grandes lignes, dans le fond, pour le cancer, c'est qu'il y a certaines périodes clés après les traitements où l'énergie est vraiment moins bonne, où on va vouloir réduire, puis peut-être surveiller un peu plus le niveau de repos par rapport à la balance en activité physique, mais que dès que les gens se sentent un petit peu mieux, c'est sécuritaire de réintroduire cette activité physique-là, puis même d'y aller à des intensités qui sont bien tolérées, en collaboration avec les contre-indications, si le médecin en donne, puis ben, l'ensemble des symptômes que les gens vont avoir. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, mettons qu'on y va avec les contre-indications, c'est vraiment si c'est une fatigue sévère, extrême, là, que tu as de la misère à te lever du lit, ça, bouge pas cette journée-là. C'est correct. Si tu as de la nausée, des vomissements, on bouge pas. Si on a une anémie sévère, ben là, ça, on peut pas le savoir, mais souvent, on va être très essoufflé, puis notre équipe traitante va nous le dire également. Ça, on évite l'activité physique, ou si on a, mettons qu'on fait de la fièvre. Ouais. Ça, on bouge pas. Mais autrement, c'est super important de bouger parce que ça va nous aider à mieux tolérer les traitements. On va avoir moins de fatigue, on va avoir moins de douleur, on va avoir une meilleure fonctionnalité, puis notre qualité de vie va être nettement améliorée. Parce que, ben c'est ça, avec les traitements, ça donne un gros choc sur le corps. Fait que souvent, les gens, ils vont... leurs proches, ils veulent bien faire, mais ils vont beaucoup les protéger pour faire beaucoup de choses pour eux. Ouais. Mais là, des fois, c'est que ça met à risque la personne de se déconditionner, dans le fond. C'est ça. La réaction normale, c'est de vouloir dire qu'il faut vraiment beaucoup de repos, alors que l'activité physique peut être un outil pour améliorer la tolérance au traitement et de mieux passer à travers les traitements. Puis ça peut même aider à l'efficacité des traitements. Là. Mettons qu'on parle de la chimiothérapie, il y a des études qui ont commencé à démontrer que ben, l'activité physique, des fois, ça va créer des vaisseaux sanguins là, pour amener les nutriments aux muscles. Ben, ça va aider à faire en sorte que la chimio, elle circule mieux. Il y a une étude, un reportage qui avait été fait en Australie, que ben là, c'est sûr que c'était fait sur place avec une équipe traitante, c'était supervisé. Fait que là, je recommanderais pas ça à tout le monde, là. Mais les gens, le jour de leur chimio, juste après leur séance de chimio, ils allaient au gym, puis ils faisaient un entraînement supervisé. Fait qu'il y avait des exercices à haute intensité, des sauts, de la musculation et tout, puis ils avaient démontré que malgré les traitements, il y avait amélioré la fatigue, mais il avait également réussi à augmenter la masse osseuse, la masse musculaire. Donc ça, c'est quand même... Ils ont réduit de façon significative les potentiels effets néfastes. Mais ils se sont même améliorés par rapport à avant les traitements. Dans le fond, c'est fascinant. Puis ça démontre à quel point c'est accessible puis c'est faisable. Puis c'est important de le faire. Fait que dans les moments où les gens sont plus fatigués, je vais quand même leur dire que c'est super important que tu aies bougé, mais peut-être qu'on va juste ajuster dans le fond. C'est ça, selon la tolérance. Mais c'est important, dans le fond. Ça peut amener les gens à avoir l'information puis avoir ce niveau d'éducation-là pour en parler à leur médecin. Mettons qu'un médecin n'aurait pas de tendance à insister sur l'importance de l'activité physique. Si nous, on a l'information puis qu'on l'apporte puis qu'on demande est-ce que c'est dangereux, ben peut-être que là, ils vont nous répondre « Ah, ben non, tu peux le faire. » Mais que si on n'avait pas posé la question, on ne le saurait pas. Exact. Puis il y en a beaucoup aussi qui croient à tort que c'est mieux d'attendre la fin des traitements pour commencer à bouger, mais non, là, dès que tu as ton diagnostic... il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices, commence à bouger. Puis, tu sais, si idéalement, tu es suivi là, pour t'assurer que ça aide, mais ça pourrait également être fait par soi-même. Là. Ça a été démontré que les exercices à la maison, c'est sécuritaire également. Là. OK, super. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres points clés pour les notions en lien avec le cancer? Ou est-ce qu'on a fait un bon tour d'horizon? Fait que dans le fond, ça dépend pas tant du type de cancer, tu sais, de ce que je retiens. Non, c'est plus en lien avec le type de traitement, le type de symptômes, la tolérance aux gens à l'activité physique, comment ils vont répondre. Exact. Ben, c'est que de base, dépendamment du type de cancer, ben, ça va être différents traitements qui vont être faits dans un différent ordre. Mais tu sais, si j'ai un cancer du sein, un cancer de la prostate, du côlon, peu importe, c'est sûr que, mettons, cancer du côlon, si on a une colonostomie, faut s'assurer que... Juste, ça, c'est un cas où on va attendre le OK du médecin. On attend toujours le OK du médecin, mais dans ce cas-là, on veut juste s'assurer qu'on fait peut-être moins d'exercices qui augmentent la pression intra-abdominale. C'est ça. Il y a certaines particularités à certains types de cancers. Là. Exactement, mais c'est au même titre que si on avait eu, mettons, une césarienne. Oui, exactement. OK, super. J'aimerais ça qu'on parle un peu de pratico-pratique, toi, dans ta pratique, avec les gens que tu vois qui ont certaines de ces conditions-là. C'est quoi, en général,
les défis que les gens vont vivre à intégrer l'activité physique, soit à la commencer, à la poursuivre, à la gérer dans leur quotidien. Puis, c'est quoi les trucs que tu vas utiliser, des conseils pratico-pratiques qu'on peut donner aux gens qui peuvent garder en tête comme des bonnes façons d'accéder à l'activité physique ou de la maintenir sur le long terme? Ben, je dirais que, mettons qu'on commence par cancer, j'ai pas... Au niveau de diabète, risque de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, souvent, ça n'aura pas nécessairement un gros impact sur notre qualité de vie. Tu sais, on prend des médicaments, on trouve ça fatigant, mais en tant que tel, OK, tu sais, ouais, dans le fond, d'avoir la condition. Tu veux dire, ça n'a ouais, pas un énorme impact sur notre qualité non, de vie. non, On non, le voit pas tout de suite. ben, on le ressent C'est pas, dans ça. le fond, pas Je suis tant que ça. diabétique, mais je prends un médicament tous les Ouais. jours, puis that's it, je Je continue suis ma vie. correcte, là, je peux Ouais. continuer ma vie, je prends mes médicaments, je suis correcte. Fait que ça, des fois, ça va être plus difficile d'intégrer l'activité physique, justement parce que, bon, ils vont voir le bénéfice, mais ça va peut-être prendre un peu plus de temps versus quelqu'un qui vit un cancer. Mhm. Le cancer, c'est stressant, avec raison. On veut se battre, puis ben, on n'a pas beaucoup de contrôle sur les traitements qui vont être pris. Ils ont toujours un droit de veto, évidemment, mais au final, là, monsieur, madame, tout le monde, on ne sait pas qu'est-ce qui est mieux là, pour nous à ce niveau-là. Fait que de se mettre dans un processus de mise en forme, travailler notre alimentation, changer nos habitudes de vie, ça permet de avoir un espèce de contrôle sur ce processus de traitement-là. Puis on va voir tout de suite les bénéfices sur à quel point ça nous aide. Fait que c'est rare que j'ai de la misère à faire bouger mes patients en oncologie. OK. Réellement, puis c'est pour ça que j'aime ça, dans le fond, parce que c'est plus facile à les mettre en action, puis ils voient tout de suite là, la différence. Pour avoir vu des patients qui n'ont pas bougé pendant les traitements versus ceux qui ont bougé tout le long, la différence est vraiment majeure. Donc, le prix à payer de ne pas bouger, il est plus facilement... Ben, il est visible, il est visible tangible. Pour eux. Exact. C'est ça, versus quelqu'un qui a, je sais pas, qui s'est fait poser un stent. Qui a fait un infarctus. On lui a mis quelque chose, on lui a donné des médicaments, puis là, il est comme « Ah, je suis correct, tu sais. Fait que sur le coup, on va avoir eu peur parce qu'un infarctus, c'est sérieux, mais après ça, c'est pas long qu'on oublie, puis on revient à nos vieilles habitudes. Leur vie. Ouais, exactement. Fait qu'ils se sentent mieux, fait que c'est beau. Fait que souvent, bon, niveau facteur de risque de maladie cardiovasculaire, diabète, hypertension, tout ça, c'est un peu plus difficile de changer les habitudes de vie, mais on va commencer par petit. Dans le fond, tout ce qui est accessible, je veux vraiment pas le surcharger avec des informations. Diabète, on le prend peut-être un peu plus au sérieux parce qu'on a vraiment des gros effets sur la condition avec l'activité physique. Mais c'est de commencer petit, comme on ferait avec tout le monde, dans le fond. Puis aussi considérer que, bon, la personne est diabétique, OK, mais elle a sûrement d'autres conditions, là, tu sais, c'est multifactoriel, la santé, là, les douleurs musculo-squelettiques, l'horaire de vie, est-ce qu'elle a des jeunes enfants. Considérer quand même tous ces facteurs-là ensemble pour s'assurer qu'on fait un plan avec la personne qui réalise, dans le fond, puis qu'elle va pouvoir regarder sur le long terme. Moi, j'aime mieux... Puis les gens, souvent, quand ils viennent me voir, ils sont super motivés parce qu'évidemment, ils ont pris une évaluation, ils ont commencé leur mise en action. Puis souvent, ils vont dire « Ah, je suis capable, là, 1 demi-heure par jour, ça se fait. » Puis c'est pas vrai, là, que c'est facile de faire 1 demi-heure par jour pour tout le monde chez quelqu'un qui bougeait pas déjà. Fait que souvent, je vais commencer par... Du moins à long terme. Ouais, mais parce qu'ils vont peut-être faire ça 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais la moyenne, c'est plus facile de commencer petit puis d'ajouter un petit peu. Là. Ouais, je te dirais qu'à partir de 4-6 semaines, là, les gens y abandonnent là, si c'est trop intense. Fait que je commence toujours par peu. Puis le suivi va être un petit peu plus serré au début parce que justement, peut-être un rush au travail qui fait que c'est plus difficile d'intégrer l'activité physique. Peut-être que, je sais pas, j'ai recommencé à avoir mal au dos parce que je me suis mis en action puis j'en ai fait trop, ou, tu sais. Bref, fait que c'est de commencer petit. J'aime vraiment mieux que la personne, elle commence trop petit puis qu'elle me dise « Ah, finalement, j'en ai fait plus parce que ça allait bien, j'avais le goût de continuer de marcher. Cool, il faisait beau, merveilleux. » Quand on arrive à « j'avais le goût », ce qui est comme corrélé avec le fait d'avoir du fun, ben là, la motivation est pas mal plus facile. Oui, exact. Puis quand les gens le font par plaisir, tu sais. Ouais. C'est ça. Puis là, il faut trouver la formule que la personne, elle aime. Si on parle de la musculation chez les diabétiques, c'est super important. Mais si je donne un programme de muscu, puis la personne, elle déteste mes exercices ou la formule que j'ai choisie, c'est sûr, elle est bonne, là, ma formule, c'est sûr, mais il y en a tellement d'autres. Là. Ça ne fonctionnera pas à long terme. Non, exactement. Fait que moi, je leur dis toujours, tu sais, je le prends pas personnel. Là. Si on change un squat pour un lever de chaise, c'est pas grave. Ça va travailler pareil. Là. Ben ouais. Fait que c'est vraiment plus dans il n'y a pas tant de différence par rapport à monsieur et madame tout le monde, mais c'est de considérer aussi, dans le fond, toute la science autour des changements d'habitude de vie qu'il faut vraiment mettre de l'avant parce que la personne ne verra pas tout de suite des bénéfices, là, dans le fond. C'est pas tangible, elle ne le verra pas tant que ça, à part sur ses rapports sanguins. Puis même là, mettons qu'on parle du cholestérol, on ne le voit pas énormément. Là. Ouais. Ça m'amène une question. Moi, quand j'ai gradué comme physio, je pensais que ma job, c'était juste comme de régler des blessures. Tu sais.
Puis après ça, j'ai comme compris avec le temps qu'un être humain avec une blessure ou une douleur, c'est complètement différent que juste une blessure ou une douleur. Ouais. De la même façon que les kinésiologues, vous êtes formés à, dans l'ensemble de la sphère de l'activité physique, mais entre autres, faire de la prescription d'activité physique. C'est vraiment facile faire un plan d'entraînement. Ouais. C'est vraiment facile faire un plan de retour à la course, à la marche, avec les bons paramètres. Ouais. Ça se fait en 10-15 minutes. Tu peux trouver ça sur Internet gratuitement. Là. Le défi, c'est l'adhérence, c'est d'amener la personne à le faire. Fait que ce que tu amènes, de considérer l'ensemble de la science dans le changement d'habitude de vie, l'entretien motivationnel et tout ça, est-ce que vous êtes bien formé là-dedans ou sinon, est-ce que tu vois la pertinence des gens, pour les professionnels de l'activité physique, d'aller se former là-dedans? Oui, c'est essentiel. Vraiment, je trouve que sinon, c'est que c'est sûr qu'il va y avoir des gens que tu vas être capable d'aider, là, mais c'est vraiment essentiel, là, dans le fond. Si de base, c'est sûr que kinésiologie, les programmes, dépendamment des universités, sont très différents. Ouais. Fait que moi, ce que j'ai étudié à l'école versus ce que quelqu'un a étudié à l'Université de Montréal, whatever, on a tous le même papier, qu'on est kinésiologue, on a le même titre, mais nos connaissances sont différentes. Fait que si je vois qu'il y a une lacune au niveau, justement, entretien motivationnel, faut que j'aille me former, mais après ça, il faut que je me pratique. Ben, c'est ça l'affaire. Parce que ça vient avec la pratique. Je n'étais pas bonne là, pour faire des reflets puis tout ça là, au début, puis j'en utilise pas tant que ça, des reflets, faut dire. Là. Faut pas capoter avec ça, là, mais non, c'est vraiment super, super important parce qu'après ça, tu vas mieux servir tout le monde, dans le fond. Là. Ouais. Puis, fait que dans le fond, c'est peut-être pas aussi axé là-dessus encore à l'université dans le programme de kinésiologie. Je sais pas, tu sais. Mettons, quand toi, tu as fait tes études. Moi, j'avais un cours au complet, une session là-dessus. Okay, ouais. Puis après ça, par la suite, ben là, il était en train de faire une refonte, fait qu'on avait quand même des modules pas mal à chaque session qu'il fallait qu'on travaille ça, dans le fond. C'est bon. Puis de la façon que, tu dis, bon, faire un programme, c'est quand même relativement facile, mais moi, à l'Université Laval, dans le programme que j'ai fait, on avait des genres de cas cliniques là, qu'on suivait sur 4 semaines, puis il fallait qu'on fasse chaque étape du suivi d'une personne. Fait que l'évaluation, qu'est-ce qu'on teste? C'est quoi qui est important de savoir? Après ça, ben, au niveau de la prescription d'exercice, qu'est-ce qui est important d'avoir? Puis là, il fallait justifier chaque chose, là, la méthode d'entraînement, les exercices, nanana. Fait que tout ce que je mets dans ton programme, il y a une raison pourquoi c'est là. Mais après ça, le choix du squat versus le lunge, tu sais, des fois. Il peut avoir un peu de choix. Ouais, exactement, c'est pas grave. Puis comme tu disais, ben, tu sais, avoir un programme en ligne, c'est facile. Moi, j'en ai des clients qui viennent me voir parce qu'ils veulent juste un programme. Puis je comprends parce qu'on se dit, ben, un kinésiologue, il va me faire un programme personnalisé. C'est vrai qu'il est personnalisé, mon programme, plus qu'un programme en ligne. Mais au final, mon programme, il est meilleur qu'un autre, mais c'est beaucoup le suivi puis l'encadrement. C'est ça, la plus-value de la personnalisation est dans l'accompagnement puis la capacité de modifier selon la personne puis de l'amener à le réussir. Ouais. De la même façon qu'il y a des gens qui viennent me consulter qui sont comme « je veux juste un programme d'exercice ». Je suis comme pour vrai, sur 100 personnes qui viennent me voir en me disant ça, il y en a juste 10 qui sont mieux en repartant tout seul avec des exercices. Ce qui fait que les gens sont mieux en physio, c'est qu'ils ont quelqu'un qui les accompagne, qui les amène jusqu'au bout, qui leur fait progresser, puis qui leur dit « OK, maintenant, t'es rendu là, essaye ça ». Versus juste faire des exercices tout seul sans trop savoir pourquoi t'es fait. Ben, si tu as une forte croyance que ça va t'aider, il y a de bonnes chances que ça t'aide pour vrai. Mais ça arrive pas souvent. Ou c'est juste le temps qui fait que finalement, tu penses à les exercices qui t'ont aidé, mais finalement, c'est juste le temps qui t'a guéri. Ouais. Mais tu sais, la plus-value d'avoir le suivi, c'est vraiment ça qui fait la grosse différence. Quitte à voir les gens beaucoup plus étalés s'il y a une restriction au niveau du budget, mais tu sais, je suis mieux de les voir 3 fois sur 6 mois que juste une fois parce qu'ils n'ont pas de budget. Non, de la vraiment. même façon que pour le suivi en kin. Oui, exactement. Puis tu sais, comme tu l'as dit souvent dans les cas, mettons qu'on parle de douleur chronique, c'est tellement multifactoriel. Une douleur, là, si elle reste sur le long terme, c'est pas parce que je continue de me blesser. Là. Exact. Fait que c'est la même chose avec les conditions de santé chronique. N'importe quoi qui reste sur le long terme. Il y a beaucoup de choses là, qui font en sorte qu'on s'est rendu là. Puis là, je veux pas dire que c'est de la faute des gens nécessairement. Là. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire mieux, mais des fois, une personne va avoir toutes les bonnes habitudes de vie. Il faut quand même se retrouver avec un cholestérol, mettons que c'était dans sa famille. Là, mais c'est ça. Il y a d'autres choses à considérer là, que juste qu'est-ce qui est recommandé au niveau de la science. On le considère, mais après ça, vous considérez tout le restant de la personne. Exactement. Avant de conclure, est-ce que tu aurais peut-être 2 ou 3 points clés que tu veux que les gens gardent en tête en lien avec la discussion aujourd'hui? Soit ce serait comme tes messages à retenir, 2 ou 3 que tu aurais en tête comme étant les plus importants. Bien, c'est sûr que moi, la première chose qui me tient à cœur, c'est que c'est super important et c'est essentiel de bouger pour tout le monde. Peu importe si tu as une douleur, peu importe si tu as mal au dos, peu importe si tu as telle ou telle condition de santé, il faut que tu bouges. Puis l'activité physique va avoir des bénéfices sur ta santé, c'est sûr et certain. Puis il va avoir des bénéfices
sur, même si ça n'a pas nécessairement un impact directement sur ta condition de santé, ça va avoir un impact sur beaucoup d'autres choses. Toutes les conditions de santé chronique que j'ai étudiées à l'université, ça avait un impact notable sur la qualité de vie. Puis la qualité de vie, c'est quand même vraiment, vraiment important. Là. Tout à fait. Fait que... Ça, ce serait point numéro 1. Point numéro 1, super important, dites-le à tout le monde. Super important de bouger. Puis après ça, ben moi, ce que je trouve important aussi, c'est de comme tu as dit, c'est d'être encadré par des professionnels, dans le fond, sans nécessairement avoir un suivi à vie. Mettons qu'au niveau budgétaire, c'est pas possible. Ben au moins, avoir quelques petites séances au début pour te mettre en action. En action, exactement. Puis d'aller chercher les bonnes personnes. Mettons, moi, je suis formée en conditions de santé chronique. J'ai certaines connaissances en performance de par mon passé à moi, de par mes études. Mais si tu veux que je t'amène dans une compétition de triathlon puis que tu fasses le meilleur temps possible, je pense pas que je suis la meilleure personne pour toi. Fait que n'hésitez pas à poser des questions, dans le fond, sur le background du kinésiologue. Il est censé être correct pour vous répondre à ces questions-là. Puis on a chacun nos approches, nos façons de faire aussi. Fait que ben, tu sais, souvent, une personne qui va faire plus de la performance, ça va être écrit là, sur son site en ligne. C'est ça, il y a des expertises comme les physios. C'est pas tout le monde qui traite les commotions cérébrales. Si vous avez une commotion, trouvez un physio. Exactement. C'est juste que, tu sais, kinésiologie, ça commence là, à être connu. Fait que, ben, des fois, on va aller voir n'importe quel kinésiologue pour n'importe quoi. Puis je comprends, là, moi aussi, je ferais la même affaire, mais informez-vous, dans le fond. Là. Voilà. Fait que ça, ce serait tes 2 points. Mes 2 points, j'en ai pas trop d'autres. Super. Puis si les gens veulent te poser des questions ou suivre un peu, parce que tu fais un peu de vulgarisation, il me semble, sur les médias sociaux. Fait que peut-être donner les différentes plateformes où les gens peuvent entrer en contact avec toi, te suivre, te rejoindre. Oui. Là, tu vas sortir ça quand? On sait pas, mais... je dirais à l'automne de parfait. 2024. OK. Fait que sur Instagram, dans le fond, c'est sûr et certain que les gens ils peuvent me suivre sur Instagram. Ils peuvent m'écrire aussi directement en privé. Ça me fait plaisir de répondre. Mon handle sur Instagram, je vais le changer. Là, fait que je sais pas exactement ça va être quoi, mais tu le mettras en description. C'est la Kin Clinic. Dans le fond. Puis mon site internet, c'est la même chose, lakinclinic.com. Fait que dans le fond, ben moi, j'offre des conférences, je vais offrir des ateliers également si les gens veulent en avoir sur leur milieu de travail ou pour un événement quelconque. Je vais également offrir des formations pour les professionnels de la santé qui voudraient se spécialiser. Mettons, justement, on parlait tantôt quelqu'un en performance, mais que, bon, je me rends compte que finalement, j'en ai des patients là, qui ont des problèmes de santé cardiaque parce que même si moi, je suis spécialisée en réadaptation santé chronique, j'en ai là, quand même des clients qui viennent me voir pour ça. De tout, là. Oui, exactement. On voit un peu de tout. Fait que des fois, c'est pertinent d'aller chercher ça. Puis je trouve que il y a Bioformation qui offre des formations... Bioéducation, maintenant. Bioéducation, excusez. Qui offre des formations là-dessus, mais bon, d'après ça, dépendamment de comment nous, on aime mieux apprendre, des fois, c'est différentes options. Fait que je vais faire des formations aussi à ce niveau-là. Fait que ça va être à suivre dans mon infolette, dans le fond. Super. Fait que j'invite les gens, je mettrai les liens dans la description de l'épisode. J'invite les gens à te suivre. Encore un gros merci pour la belle discussion d'aujourd'hui. J'espère que les gens en ont appris 2-3 trucs au moins. Gardez en tête les messages clés. Puis au plaisir de se reparler dans le futur. Oui, merci. Salut.